57 ans après l'accession de notre pays à la souveraineté nationale et internationale, quel est l'impact de l'exploitation minière en RDC sur le vécu quotidien du Congolais moyen? Une tentative de réponse à cette question vous sera donnée dans cette émission Fiscalité et Développement. Comment justifier la construction d'un port en eau profonde à Banana? L'exploitation du gisement de minerais de fer estimé à plus de 20 milliards de tonnes dans l'ex-province orientale peut-elle booster l'émergence économique de la RDC à l'horizon 2030? L'ingénieur métallurgiste Léonide Moupépélé, reçu par Jérôme Sekana Pénépapa dans l'émission RDC Mine, explique l'importance de ces gigantesques projets dans cette émission qui vous est présentée par Patience Vumilia Bokole Tamboué. Agence Galaxy Media, la passion de développer la RDC. Mesdames et messieurs, bienvenue à la grand-messe de finances publiques en République démocratique du Congo. La RDC, notre pays, vient de commémorer le 30 juin dernier le 57e anniversaire de son accession à la souveraineté nationale et internationale. Une journée passée dans la méditation telle que recommandée par le président de la République qui, dans un communiqué officiel, a demandé aux Congolais de célébrer cet anniversaire dans le calme. Puisqu'il faut méditer, l'agence Galaxy Media vous convie à cette réflexion sur l'indépendance économique de la RDC, 57 ans après l'indépendance que nous propose Lambert Youma. Indépendance, tcha-tcha, tozumiye, okikwanza, tcha-tcha, tubaki. Lorsque Patrice Emery Lumumba et ses pairs bataillaient pour obtenir l'indépendance du peuple congolais, ils ne s'imaginaient pas un seul instant ce que ferait la progéniture de cette date fatidique du 30 juin 1960. Le tout premier ministre rêvait sûrement d'un Congo fort et prospère, un Congo qui imposerait respect dans la région, en Afrique et dans le monde. Un Congo dont l'économie ferait la référence en donnant au pays le budget le plus costaud de l'Afrique au regard d'immenses ressources naturelles dont regorge cette ancienne colonie belge. C'est avec ces mêmes ressources que la Belgique, tout en profitant du Congo en son temps, a pu construire en même temps la métropole en Europe et doter le Congo de ses principales infrastructures dont jouissent encore pleinement aujourd'hui les principales villes. Du moins, les infrastructures dont les routes, les ponts, les écoles, les hôpitaux et les bâtiments administratifs qui ont résisté à la dégradation chaotique observée sur l'échelle nationale. En effet, 57 ans après, l'économie de la RD Congo reste encore soutenue par le secteur minier ou mieux, l'industrie extractive, mais ceci sans arriver à fournir à son peuple ne fût-ce que le minimum vital. Point n'est besoin de rappeler ici que malgré certaines embellies et certains efforts du gouvernement, les indicateurs économiques du pays sont au rouge. Les denrées de première nécessité pour le panier de la ménagère ou pour tout autre domaine viennent essentiellement de l'extérieur. L'économie est fortement extravertie. Elle n'assure pas l'indépendance, selon certains penseurs. L'indépendance économique de la République démocratique du Congo est mise en mal tant que le pays n'arrive pas à exploiter correctement ses minéraux. Les statistiques démontrent en effet que le tonnage en cuivre, pour ne parler que de ce minerai produit par la Gécamine dans l'ex-province du Katanga depuis la période coloniale et qui a servi à construire le pays jusqu'à la Deuxième République, ce tonnage est de loin inférieur au tonnage exporté aujourd'hui à la faveur de la libéralisation contenue dans le code minier en vigueur en RDC depuis l'an 2002. Performance pas du tout ressentie dans le vécu quotidien. Le ministre national des Mines, Martin Kabouloulou, le dit mieux. La production est passée à des chiffres importants. L'augmentation du nombre de titulaires de droits miniers ainsi que la production minière n'a à l'évidence pas apporté à l'État les recettes substantielles dont il a un immense besoin pour son développement économique et social. La bonne gouvernance, la gestion rationnelle des ressources naturelles et la bonne redistribution de revenus national sont les premiers éléments à observer pour doter le pays d'une indépendance économique, gage de la véritable souveraineté nationale. Exactement comme en 1960, il faut se libérer. Sauf qu'ici, ce n'est pas du colon belge qu'il faut se libérer, mais du Congolais lui-même,
car l'ennemi du Congolais, c'est d'abord le Congolais. Le Congolais a un but de l'égoïsme et des antivaleurs. Ce Congolais qui attend tout de l'extérieur et qui ne produit rien. Et quand le Congo arrivera à booster son économie en profitant réellement de ses richesses, il pourra enfin trémousser son peuple au rythme saccadé de l'indépendance, et cette fois-là, la vraie. 57 ans d'exploitation minière en RDC et après, vous avez compris quelque chose en suivant cet élément de Lambert Youma. Mais l'ingénieur Léonide Moupepele, qui est expert en mines, nous parle d'un grand projet d'exploitation des minerais de fer dans l'ex-province orientale capable de justifier la construction du port en eau profonde de Banana et de booster la RDC vers l'émergence économique à l'horizon 2030. Suivez cet extrait de l'émission RDC Mines. Donc, pour qu'il y ait un port en eau profonde à Banana, il faut trouver une économie qui soit en mesure de pouvoir alimenter ce port à raison, par exemple, je donne un chiffre, 100 millions de tonnes par an. Si vous avez cette économie-là, vous verrez tout de suite les investisseurs courir pour construire le port en eau profonde. L'exploitation du fer, c'est le projet majeur pour le développement et l'émergence du Congo. Il est majeur à plus d'un titre. D'abord, c'est le seul projet qui peut nous donner en un temps très court les infrastructures lourdes dont nous avons sur l'ensemble du territoire. C'est-à-dire, il peut payer, justifier la mise sur pied de la création d'un chemin de fer qui irait d'Iziro jusqu'à Banana en passant par Ilebo. Donc, ce serait construire notamment des TGV. Parce que vous pouvez sortir ce fer au rythme de 200 millions de tonnes par an. Je donne un... Oui. Puisqu'il y a 20 milliards, donc pendant 100 ans, vous pouvez exploiter ce fer au rythme de 200 millions de tonnes par an. Et quand je donne ce chiffre de 200 millions de tonnes par an, ça ne vient pas ce n'est pas un chiffre qui tombe des nues. Prenez l'Australie, c'est autour de 300 millions de tonnes par an. Oui, Pilbara, qui est la plus grande mine au monde, participe pour 250 millions de tonnes par an. Vous prenez la mine de Carajás au Brésil, c'est 290 millions de tonnes par an. Donc si nous faisons un projet de 150 à 200 millions de tonnes par an, ce n'est pas utopique. Ça rejoint les dimensions des grandes mines internationales. Et nous avons besoin de construire là-bas à Kisangani une mine aux dimensions mondiales. Et avec possibilité de pouvoir financer un chemin de fer qui peut faire au-delà de 3000 km, c'est-à-dire qui irait de Bunia jusqu'à Mwanda. Un tel chemin de fer peut être payé, rentabilisé par l'exploitation du fer. Parce que 15 milliards, qu'on voulait aussi... 15 milliards, oui. Normalement, ce projet-là, du point de vue infrastructure, c'est autour de 21 milliards. 21 milliards, il n'y a pas que les chemins de fer. Il y a la construction du barrage hydroélectrique, notamment Inga 3, et aussi Wanirukula à Kisangani. Et puis, il y a les ports en eau profonde. Il y a toute une série de projets qui devraient être développés, des projets de grosses infrastructures. Donc, quand je parle de l'exploitation de fer, je vois le Congo qui se met en chantier. Restons encore dans les secteurs miniers pour vous dire que les associés de la Société minière du Congo, SOMICO, se sont réunis le 25 juin 2017 en Assemblée générale ordinaire à Kinshasa, la capitale. 2 points ont figuré à l'ordre du jour. Le premier concerne la révisitation du niveau des mises en œuvre des 10
résolution du conseil d'administration de la Somico SARL du 4 avril 2012, tel que transmis en juillet 2012 au ministère de tutelle avec copie aux institutions de la République. Le deuxième a porté sur la nomination des nouveaux membres au conseil d'administration. Ité Chadouni Andi, président du conseil d'administration, explique les résolutions issues de cette Assemblée générale. L'Assemblée générale ordinaire de la Somico SA, Société minière du Congo, société anonyme, s'est penchée sur 10 résolutions. La première, c'était d'abord de consacrer le passage de la société minière Somico SARL à la Somico SA, conformément au statut harmonisé de l'OHADA et à la publication au journal officiel de ces statuts qui consacrent définitivement la fin du SARL et le début d'une société anonyme. Parmi ces résolutions, nous avons plusieurs résolutions parmi lesquelles la première, c'est de voir, à travers les institutions de la République, de voir exécuter toutes les recommandations du président de la République démocratique du Congo, son Excellence Joseph Kabila Kabange, qui de tout temps nous a accompagnés et en dernier ressort nous a autorisé finalement par la publication au journal officiel de relancer nos activités. Il y a entre autres les dossiers relatifs aux créances diverses que la Somico doit recouvrer par-ci par-là. Il y a des créances internes et des créances externes en souffrance. Parce qu'il y a une confusion qu'on entretient délibérément par certains responsables et qu'on a voulu mettre à la disposition de nos membres du conseil de la Somico SA. Nous avons invité pour certains responsables des institutions qui ont délégué l'un, le procureur général de la République, nous a délégué son avocat général, le portefeuille nous a délégué son délégué, et de tout cela, nous avons souhaité, nous avons signalé à ces représentants la nécessité de nous appuyer pour recouvrer tous nos droits. Et parmi cette nécessité, la première, c'est de rentrer dans nos bureaux, de récupérer tout notre patrimoine qui, malheureusement, est spolié et entre les mains des malfrats de tous bords. Mais avec l'adoption de nos résolutions, nous osons croire que la Somico SA va bientôt relancer ses activités, car nous sommes déjà en partenariat avec des investisseurs sérieux et qui n'attendent que la fin de toutes ces confusions. Les créances dues à la Somico s'élèvent à 28 647 104 $ américains. Cette entreprise lance un appel au procureur général de la République et au ministère du portefeuille pour rentrer dans ses droits. Condition sine qua non pour reprendre l'exploitation des mines d'or à Kamituga, Lugushwa, Namoya, Kasese, Kailo, Kalima et Kampene. Jetons à présent un coup d'œil sur les dernières tendances des cours des principales matières premières sur le marché international au deuxième fixing du samedi 1er juillet 2017 dans ce commentaire de Didi Mavambu Nombolo Pepe. Tendance haussière générale de cours des principales matières premières sur le marché international au dernier fixing du samedi 1er juillet 2017. À Londres, le baril du pétrole a connu une hausse de 1,31% en se négociant à 47,90 $ américains et à New York à 46,20 $ américains, soit une hausse de 3,01%.
Le cours du cuivre s'est négocié à 5 931,25 $ américains, soit une augmentation de 1,60%. Le cobalt également a fini le week-end au vert avec une hausse de 1,78%. La tonne a valu 59,796 $ pendant que l'or a chuté de 0,22%, se négociant à 1240,70 $ américains l'once. Côté principaux produits céréaliers, la tendance générale est aussi haussière. La tonne du maïs s'est négociée à 371 $ américains, soit une augmentation de 3,85%. Le riz a terminé la semaine en hausse de 0,70% en valant 11,51 $ américains la tonne et le cours du blé a grimpé de 11,76% en se négociant à 511 $ américains la tonne, le tout au deuxième fixing du samedi 1er juillet 2017. Le président de la République, Joseph Kabila Kabange, a promulgué le week-end dernier le budget de l'État pour l'exercice 2017. L'ordonnance de cette promulgation a été lue sur les antennes de la RTNC le lundi 26 juin 2017. Il s'agit d'un budget en équilibre évalué en recettes et en dépenses à 11 524 milliards 500 millions de francs congolais. Des précisions avec Jean-Louis Miaswekama. La République démocratique du Congo dispose depuis le samedi 24 juin 2017 d'une loi de finances pour l'année 2017. Le président de la République l'a promulguée à cette date. Son montant est de 11 524 milliards 534 millions 946 501 francs congolais. Il est supérieur au projet de budget présenté par le Premier ministre Bruno Tshibala, soit 11 301 milliards 343 millions 655 581 francs. On note donc une différence de 223 milliards de francs. Le budget côté dépenses se subdivise en dépenses générales, budget annexe et comptes spéciaux. Les masses budgétaires se répartissent à 2160,4 milliards pour les rémunérations, 853 milliards de francs pour les frais de fonctionnement, 336,7 milliards de francs pour la dette publique et les frais financiers, 938,6 milliards de francs pour les transferts et les subventions, 4 518,2 milliards de francs pour les investissements et 1206,5 milliards de francs pour les dépenses exceptionnelles. Le total du budget de l'État, qui équivaut presque à 7,5 milliards de dollars américains, sera difficile à mobiliser. En effet, les trois régies financières, DGI, DGRAD et DGDA, et les pétroliers producteurs mobilisent en moyenne un peu plus de 4 milliards de dollars. Les 3 milliards restants doivent provenir de l'extérieur des bailleurs de fonds, ce qui sera difficile à obtenir. À l'international, signalons que le budget des opérations de maintien de la paix supervisé par les Nations Unies doit être réduit de 600 millions de dollars américains pour un budget total de 7,3 milliards de dollars l'an. L'administration Trump a poussé l'ONU à prendre cette douloureuse décision. Les États-Unis d'Amérique, comme on le sait, contribuent à hauteur de 28,8% au budget des opérations de maintien de la paix de l'ONU à travers le monde. 3 missions sont concernées par cette décision. La MONUSCO en RDC figure sur la liste de missions. Selon le journal Le Monde, la mission des Nations Unies au Congo se voit amputée de 93 millions de dollars américains par an. Une réduction qui risque d'avoir des répercussions négatives sur le déroulement du processus électoral en cours en RDC, car la MONUSCO apporte son appui logistique à la CENI, mais aussi sur la lutte contre les groupes armés qui pilulent dans le pays. Place à présent au message des vœux de la Direction générale des impôts, lu ici par Priska Sekana Kinzozi.
La haute direction ainsi que l'ensemble du personnel de la Direction générale des impôts ont l'insigne honneur de présenter très respectueusement à son Excellence, Monsieur le Président de la République, chef de l'État, les meilleurs vœux de santé, de bonheur et de prospérité à l'occasion du 57e anniversaire de la cession de notre pays à la souveraineté nationale et internationale. Leurs vœux s'adressent également aux honorables présidents de l'Assemblée nationale et du Sénat, à son Excellence, Monsieur le Premier ministre, chef du gouvernement, ainsi qu'aux membres de leurs institutions respectives. Il félicite le chef de l'État pour ses efforts inlassables en vue de la pacification du territoire national, gage de l'organisation des élections libres, démocratiques, crédibles et transparentes. À cette même occasion, le personnel de la Direction générale des impôts réitère son engagement à tout mettre en œuvre pour mobiliser de manière optimale les recettes indispensables à la réalisation du programme du gouvernement de la République. C'est un communiqué signé Célie Alagouli, directeur général des impôts. Trinidad et Tobago est maintenant l'unique pays au monde à figurer sur la liste noire de pays non coopératifs dans la lutte contre l'évasion fiscale. C'est un constat de la dernière évaluation rendue publique mercredi dernier à Paris, en France. 3 critères ont prévalu à cette appréciation des experts de l'OCDE faite à la demande du G20. Premier critère, avoir signé pour le pays membre de l'OCDE la convention multilatérale destinée à prévenir l'érosion de la base d'imposition des multinationales et les transferts de leurs bénéfices dans des paradis fiscaux. En deuxième lieu, s'engager à pratiquer l'échange automatique d'informations à des fins fiscales. Et enfin, pratiquer l'échange d'informations fiscales sur simple demande d'une autorité fiscale d'un pays. En se référant à ces 3 critères, seul Trinidad et Tobago, État insulaire de Caraïbes en Amérique, s'est vu mercredi attribuer un carton rouge. En exécution du protocole d'accord de partenariat conclu entre le ministère des Finances et l'Université d'Ottawa pour mettre en place au sein de ce ministère un programme de formation à distance menant au diplôme de maîtrise des arts en affaires publiques et internationales, le vice-ministre des Finances a procédé à la réception des matériels et équipements acquis dans le cadre de ce projet et entreposés dans les installations du BCECO ce mardi 27 juin 2017. Reportage Fabien Louboulou, Bakayaka. Après les salutations d'usage, le directeur général du BCECO a présenté à son hôte ses programmes de formation qui ambitionnent de renforcer les capacités des professionnels de l'administration. Occasion pour ces derniers de faire les points à l'autorité des tutelles des actions menées dans le cadre de ces projets. L'état d'avancement des activités du dit protocole se présente comme suit. La fourniture et l'installation des matériels de vidéoconférence. Pour cette composante, les matériels de vidéoconférence livrés et installés, l'acquisition des tables et chaises pour la salle de formation. La mise en œuvre du programme de formation à distance menant à un diplôme de maîtrise en affaires publiques et internationales. Pour cette composante, le nouveau calendrier prévoit le démarrage des cours au mois d'août 2017 avec la visite d'un professeur sur le site à Kinshasa pour la prestation d'un mois et la remise des diplômes de master en affaires publiques et internationales intervenant en automne 2020. Acquisition et installation des matériels de téléprésence et d'immersion. Pour cette composante, l'activité sera achevée après le démarrage des cours. Une délégation composée des experts du ministère des Finances, de la CSPP ainsi que du BCECO se rendra d'ici la fin de l'année pour finaliser l'achat de ces matériels. Signé pour une période de 2 ans, le premier protocole d'accord liant les deux parties a été suspendu pour des raisons techniques liées à la mise en place des infrastructures nécessaires et les problèmes techniques des connexions Internet. Cela étant résolu, le numéro 1 du BCECO, qui représente la partie RD congolaise dans la coordination et le suivi des activités de cette formation, a sollicité l'appui de l'autorité en vue de la signature des nouveaux protocoles d'accord négociés avec l'Université d'Ottawa. Ce programme prévoit, outre 2 cours magistraux assurés sur place à Kinshasa, l'interaction entre les professeurs et les étudiants congolais inscrits au programme qui pourront également interagir avec leurs collègues de classe de l'Université d'Ottawa. Très intéressés par ces programmes ambitieux qui renforcent les capacités de l'administration avec une incidence sur les recettes de l'État,
Le vice-ministre des Finances s'est engagé séance tenante à soutenir cette initiative. Le gouvernement, piloté par M. Tchipala, sous l'autorité du président, on met un accent particulier sur les recettes, avec un budget de 8 milliards. Donc nous devons tous, si vous demandez, sachez très bien, il faut que l'argent rentre d'abord en caisse. Sinon, ce n'est pas évident. Donc à ce titre-là, quand vous êtes spécialiste en projet, faites-moi un bon projet pour que l'argent rentre dans la caisse de l'État. Nous allons vous soutenir, faites-moi ce projet. Donc, à mon retour, comment pouvons-nous minimiser les fraudes? Après la réception proprement dite de ces matériels, le vice-ministre des Finances a visité les installations du Bureau central de coordination BCECO. À l'occasion, le directeur général du BCECO lui a expliqué en long et en large le fonctionnement des différents services de son institution, ce qui a permis à Jean-François Moukouna d'échanger au passage avec quelques cadres et agents rencontrés à leur poste de travail. Pour clôturer cette descente sur terrain, le vice-ministre a visité la salle de formation de la cellule de suivi des projets et programmes du ministère des Finances, où sont installés les matériels de vidéoconférence acquis dans le cadre de ces programmes. À présent, un communiqué du BCECO à l'intention du grand public. Le Bureau central de coordination porte à la connaissance du grand public qu'un réseau d'escrocs se présente en son nom pour récolter une somme de $300 américains auprès des candidats contactés par téléphone, pour la plupart dans le cadre de l'opération de recrutement pour le compte du Bureau central du recensement, des opérateurs cartographes du deuxième recensement général de la population et de l'habitat au titre des frais d'étude des dossiers. Il invite par conséquent toute personne qui serait approchée dans ce sens à bien vouloir l'en informer en urgence en appelant au numéro 00243 81 51 36 729 ou en écrivant à l'adresse électronique bceco@bceco.cd ou encore en se présentant à ces bureaux 6 avenue Colonel Mondjiba, numéro 372, concession Utex Africa, commune de Ngaliema à Kinshasa. Un communiqué signé Direction Générale. La nouvelle vision stratégique mise sur pied par la haute direction du Fonds de promotion de l'industrie se poursuit sans relâche. Cet établissement public a repris il y a de cela quelques jours avec l'octroi des fonds publics destinés aux opérateurs économiques qui présentent des projets industriels bancables. Pour cette première tranche, des titres de paiement ont été donnés tout récemment à 5 promoteurs de projets par le directeur général du FPI, Patrice Kitebi Kibonvoul. Dinadia Divania, Fonfon Makitou. Cette rencontre marque la reprise formelle des opérations de financement des projets industriels au FPI. Dans la salle, 5 opérateurs économiques bénéficiaires. Devant le directeur général accompagné de son staff, ces opérateurs économiques ont signé les contrats de prêt. Il s'agit entre autres des établissements Bichweka, propriétaire de l'hôtel 5 étoiles IUC2 dans la ville de Goma, qui bénéficie d'un emprunt destiné à l'achat d'équipements de chambre, des cuisines, du restaurant, ainsi que de la buanderie de ce grand hôtel en construction. Le deuxième, ce sont les établissements Binza qui ont consenti à un emprunt destiné au financement des besoins de roulement d'une savonnerie dans la ville de Goma. Le troisième, ce sont les établissements DESA qui ont consenti à un emprunt destiné à l'acquisition des équipements de production, du matériel roulant, des frais connexes pour une unité de torréfaction dans la ville de Kinshasa. Le quatrième, c'est Mediaprint qui a bénéficié d'un emprunt destiné à l'acquisition des équipements additionnels et du matériel roulant pour une imprimerie moderne dans la capitale Kinshasa. Et le cinquième enfin, c'est le solde d'une subvention accordée à l'entreprise Kuma Block pour la finalisation des travaux de réhabilitation du pont Kolé dans le territoire de Malembankulu, dans le Haut-Lomami. 250 000 $ américains ont suffi au FPI pour doter ces coins de la République de cet ouvrage de franchissement modernisé. L'occasion était donnée au directeur général du FPI de marteler sur le nouveau mode de financement des projets. Nous voulons désormais travailler pour adapter nos financements, nos services à la demande de notre clientèle. Et nous voulons spécialement demander au président de la FEC, Nord Kivu, pour qu'il soit le relais
et l'ambassadeur du FPI pour dire qu'il y a une volonté nouvelle de financer d'une manière également nouvelle les projets. Notre intérêt, ce n'est pas de donner de l'argent. Notre intérêt, c'est même pas de vous voir rembourser intégralement. Notre intérêt, c'est d'abord de vous voir réaliser les projets pour lesquels vous avez bénéficié des financements. C'est à cette condition-là que les projets participent à la croissance économique. C'est à cette condition-là que les projets participent à la création des emplois, qui sont des thèmes extrêmement chers au chef de l'État. Au nom de tous les opérateurs économiques, Chirimwami Rwamo, des établissements Binza mais aussi, président de la FEC Nord Kivu, a remercié le FPI pour cet accompagnement. La dernière fois, vous étiez chez nous, vous nous aviez rencontré, vous nous avez fait une promesse que le système de financement a repris dans une autre façon, pas comme avant, il y a un changement. Et vraiment, nous venons de le constater. Nous venons de le constater. Et comme vous l'avez dit là, tout ce que vous venez de nous dire, nous en tenons compte. Et maintenant, c'est à notre devoir d'aller en parler aux autres, aux opérateurs économiques, et aussi les garantir qu'il y a maintenant un changement au sein du FPI. Voir la naissance de nouvelles industries avec impact positif sur l'emploi décent demeure le cheval de bataille du nouveau management du FPI. En ce mois de juin, cet établissement public a financé de projets industriels, et ce, grâce à une enveloppe globale évaluée à 2,5 millions de dollars américains. Découvrons à présent un communiqué de la Direction générale de douanes et accises concernant la soumission de la déclaration de chargement à travers le guichet unique intégral du commerce extérieur dans une lecture de Dina Diadi-Vania. Il est porté à la connaissance des transporteurs ou de leurs représentants œuvrant au poste frontière de Kasumbalesa qu'à dater du 20 juin 2017, l'accomplissement des formalités douanières consistant au dépôt de la déclaration de chargement dans Sidonia Road est subordonné au passage par la plateforme du guichet unique intégral du commerce extérieur GIS en sigle, mise en place en application du décret numéro 15/019 du 14 octobre 2015 instituant un guichet unique intégral du commerce extérieur. Les modalités de soumission de la déclaration de chargement à la douane à travers la plateforme du GIS sont définies dans le manuel des procédures en annexe à l'arrêté interministériel numéro 035/CAB-MIN/Finance/2016 et numéro 005/CAB-MIN-COM/2016 portant manuel de procédure harmonisée applicable au guichet unique du commerce extérieur. La mise en œuvre du nouveau dispositif étant progressive, les transporteurs ou leurs représentants œuvrant dans les bureaux de douane frontaliers de la province douanière du Katanga, non encore concernés par la présente note, seront informés le moment venu de l'effectivité de son application. Les dispositions antérieures contraires à la présente note sont abrogées. Communiqué signé de Ruguzamagera, directeur général de douanes et accises. Et puis, sur le marché de change, le taux officiel de la Banque centrale du Congo a indiqué au vendredi 30 juin 2017 un dollar américain à 1485,73 francs congolais, pendant qu'au samedi 1er juillet 2017, au parallèle, le taux était à 1500 francs congolais le dollar américain dans la plupart des communes de la capitale et à 1530 francs congolais le dollar au centre-ville de Kinshasa, non loin du rond-point Forescom sur l'avenue Lukusa. À l'aéroport international de Njili, le billet vert se changeait à 1450 francs congolais. À l'intérieur du pays, particulièrement à Matadi dans le Congo central, le dollar américain se changeait à 1500 francs congolais le samedi 1er juillet 2017. Le même taux a été observé à Kasongo dans le Maniema et à Goma dans le Nord Kivu. Dans la ville de Chikapa, au Kasai et à Kabinda dans la province de Lomami, le roi dollar valait 1480 francs congolais. Le pic du taux d'échange à l'intérieur du pays a été observé à Kolwezi dans les Lualaba où le billet vert s'est négocié à 1510 francs congolais.
Place à présent aux tendances des prix de denrées alimentaires de grande consommation sur les principaux grands marchés de Kinshasa au samedi 1er juillet 2017 dans ses commentaires de Philo Cholet Bapeke. Si les prix de certains produits de grande consommation sur les marchés de Kinshasa ont connu une hausse, d'autres par contre sont restés stables. C'est le cas des haricots dont le prix d'un sac de 100 kg a augmenté de 160 $ américains la semaine dernière à 163 $ américains la semaine qui vient de s'achever et les gobelets appelés communément Ebundeli se vendent à 1600 francs congolais. Nous sommes là au marché de la Liberté, même tableau au marché central où le même sac de haricots est passé de 160 $ américains à 165 $ américains et 1700 francs congolais pour un gobelet. Tendance haussière également au marché Somba Zigida où le prix est passé de 155 $ américains à 160 $ américains et le gobelet à 1650 francs congolais. Au marché Gambela, le sac revient à 165 $ américains et un bol coûte 1800 francs congolais. S'agissant de poissons au marché de la Liberté, le prix d'un carton de 18 plus 30 kg est passé de 64 000 francs congolais il y a une semaine à 65 000 francs congolais la semaine qui vient de s'achever. Mêmement au marché central où le prix a légèrement augmenté de 63 500 francs congolais à 64 000 francs congolais. Au marché Zigida, par contre, le prix est resté stable à 66 000 francs congolais et au marché Gambela, le prix est passé de 64 500 francs congolais à 65 000 francs congolais. Du côté de l'huile végétale, au marché de la Liberté, un bidon de 10 litres de marque Oki coûte 24 000 francs congolais, tandis qu'au marché central, il s'est vendu à 25 500 francs congolais, 25 000 francs congolais au marché Somba Zigida, tandis qu'au marché Gambela, il s'est vendu à 26 000 francs congolais. Terminons avec le sucre dont le sac de 50 kg a coûté 75 000 francs congolais au marché de la Liberté, 76 500 francs congolais au marché central, 75 500 au marché Somba Zigida et 77 000 francs congolais au marché Gambela. Dans tous ces marchés, un sachet de sucre 5 kg de marque Kwilingongo est resté stable, soit à 8 000 francs congolais. Ainsi se présentent les tendances des prix de ces denrées alimentaires de grande consommation au samedi 1er juillet 2017 sur les principaux marchés de Kinshasa, la capitale. À côté de leur vertu d'adoucir le mœurs et de divertir les nations du monde, la musique, les productions culturelles et les réalisations artisanales sont des sources intarissables des recettes non fiscales de l'État encadrées par la DGRAD. Je vous prie donc de suivre les actes générateurs des recettes qui concernent les secteurs de la culture et des arts dans un commentaire signé Didi Mavambou Nombolo Pépé. À côté de leur vertu d'adoucir le mœurs et de divertir les nations du monde, la musique, les productions culturelles et les réalisations artisanales sont des sources intarissables de recettes de l'État. Conformément à l'ordonnance loi numéro 13/002 du 23 février 2013 fixant la nomenclature de droits, taxes et redevances du pouvoir central, elles font légalement partie des actes générateurs de recettes non fiscales de l'État encadrés par la DGRAD, parmi lesquels la taxe sur la délivrance d'une autorisation de sortie pour orchestre moderne, troupes théâtrales, artistes, chanteurs et danseurs, les droits sur la production des orchestres et groupes culturels à l'extérieur du pays, la taxe sur l'autorisation de production des orchestres et groupes culturels à l'extérieur du pays, les droits sur la décoration des immeubles publics ou privés, l'autorisation d'exportation des œuvres d'art et d'artisanat, la quotité du trésor public sur le droit d'entrer dans une manifestation culturelle à caractère national et international, la taxe sur l'autorisation annuelle d'exercer des activités cinématographiques, la taxe sur l'enregistrement d'une publication scientifique et littéraire en RDC, la taxe sur la propriété intellectuelle et enfin les amendes transactionnelles. Voilà donc les taxes et droits qui relèvent du secteur de la culture et art et qui sont encadrés par la Direction générale des recettes administratives, judiciaires, domaniales et de participation DGRAD.
Le phénomène tatouage prend de plus en plus de l'ampleur à Kinshasa. Selon le résultat d'une mini-enquête menée dans la capitale congolaise, 3 jeunes sur 10 portent de tatouages sur leur corps. Une opportunité certes pour l'artiste tatoueur qui s'est fait de l'argent, mais un risque pour le tatoué qui ignore les conséquences de cette pratique. Christelle Ndungue, stagiaire de l'IFASIC, et Étienne Kumba-Chuma sont descendus dans un quartier de la commune de Matete pour constater les faits. Se tatouer à Kinshasa est devenu un phénomène social qui séduit de plus en plus la jeunesse. Ces dessins pratiqués sur le corps à l'aide de piqûres qui introduisent sous la peau de colorants indélébiles fascinent la majorité des jeunes gens qui voient cela une façon de se faire beau. Inspirés généralement des stars de foot et des musiques, nombre d'entre eux n'hésitent pas à les imiter. C'est le cas ici dans ces quartiers de la commune de Matete où 4 jeunes sur 10 se sont déjà fait tatouer. Pour moi, les tatouages, c'est quelque chose que j'ai fait par sentiment. Je me suis tatoué pour me faire beau, me faire voir et attirer l'attention des gens. À se faire tatouer, c'est beau. Vianney est un artiste tatoueur depuis quelques années. L'engouement de jeunes à vouloir se faire tatouer est une véritable aubaine pour lui, une opportunité de remplir ses poches. Les prix varient selon la grandeur du tatouage. À chaque dimension correspond donc un prix. Quant à lui, je lui ai fait à $5 car c'est mon ami. Sur le plan sanitaire, les tatouages peuvent avoir des conséquences désastreuses. Il y a risque de contamination par certains virus transmissibles par les sangs, comme l'hépatite B et C, ainsi que le VIH-Sida. Cette pratique peut aussi provoquer des maladies de la peau si les matériels utilisés contiennent des agents pathogènes. Expression satanique, démoniaque ou autre, chacun essaye de donner son interprétation sur les tatouages. Pour moi, le tatouage, c'est un style que je préfère beaucoup parce que ça me permet au moins de me faire voir par rapport à ce que je pratique comme sport. Je suis footballeur. Actuellement, vous devez savoir, le diable est en train de beaucoup œuvrer. Et avec les tatouages, ce sont des points de contact. Les gens ne savent pas vraiment c'est quoi les signes, je vais mettre ça, je vais utiliser telle ou telle image. Ils sont vraiment ignorants. Alors le tatouage, pour moi, spirituellement, ça a un impact très désolant vraiment. Les tatouages est une affaire de culture ou de tradition dans certaines tribus du monde, à l'instar de peuples de la Polynésie. Mais pour le pasteur Emmanuel Malandila, en tant que chrétien, la vérité se trouve dans la Bible. En réalité, il y a un seul verset dans la Bible qui parle des tatouages. Il y a un seul verset. Donc tout cela qui crée des polémiques au sujet des tatouages dans certains autres versets, je crois que ce n'est pas normal. Mais dans la Bible, c'est dans Lévitique, dans le chapitre 19 au verset 28, que Dieu interdit formellement à une personne de se faire des dessins sur son corps. Donc là, c'est Dieu qui interdit. Stars des musiques ou sports, ingénieurs, juristes, journalistes ou médecins, membres de gangs ou d'organisations mafieuses, le tatouage est devenu un phénomène mondial qui touche pratiquement toutes les couches de la société. Un corps sain pour la maximisation des recettes, voilà le propos tenu par les marcheurs de la DGDA de Kinshasa Aéroport il y a de cela quelques jours. Cette activité physique est partie de l'aéroport international de Njili à Kinkole, dans la commune de Lantsele. C'est un reportage signé Sublime Fatou Bikoko, rendu par Didi Mavambou sur les images de Landrine Nyangi. Être en bonne santé pour une mobilisation maximale de recettes au profit du trésor public congolais, c'est la raison de cette marche de santé exécutée par ces douaniers de la direction provinciale de douanes et axes de Kinaïro. Ces gabelous ont longé la route nationale numéro 1 de l'aéroport international de Njili au quartier touristique de Kinkole, dans la commune de Lantsele, dans l'est de la ville de Kinshasa. Au nom de notre directeur provincial, nous disons toujours que nous sommes là pour la maximisation
des recettes du trésor public. Et lorsque nous ne sommes pas en bonne santé, il est difficile pour nous que nous puissions maximiser les recettes qui nous sont assignées par le gouvernement de la République. Alors, la haute direction de la DGDA veut en sorte que tous les agents et cadres soient en bonne santé afin qu'ils puissent effectivement réaliser les recettes qui leur sont assignées. Nous encourageons les comités sportifs Kinaïro ainsi que les comités de gestion de la direction Kinaïro, M. le directeur et tout son comité de gestion, de poursuivre les exercices physiques. C'est pour aider nos collègues, les cadres et agents de la DGDA Kinaïro, d'être en bonne santé afin de produire un travail impeccable. Comme le veut la tradition, lorsqu'on se retrouve à Kinkole, les douaniers, loin de leur stress quotidien, ont clôturé leur activité de loisir autour d'un repas constitué essentiellement de poissons. 2 messages de vœux du Bureau central de coordination avant de boucler complètement cette édition. Message des vœux à son Excellence, Monsieur le Président de la République démocratique du Congo. À l'occasion du 57e anniversaire de l'accession de la République démocratique du Congo à la souveraineté nationale et internationale, le comité de pilotage et la direction générale du Bureau central de coordination ont l'honneur de vous présenter tous leurs vœux de bonheur et de prospérité. Le BCECO saisit également cette opportunité pour vous réitérer sa disposition à soutenir toutes les initiatives visant la stabilité et l'émergence de notre pays pour une nette amélioration des conditions de vie du peuple congolais. Bonne et heureuse fête de l'indépendance. Message signé Matondo Mbungu, directeur général. Un autre message de vœux adressé au Premier ministre, chef du gouvernement, Excellence, Monsieur le Premier ministre, à l'occasion du 57e anniversaire de l'accession de la République démocratique du Congo à la souveraineté nationale et internationale, la Direction générale du Bureau central de coordination a l'honneur de vous présenter, ainsi qu'à l'ensemble du gouvernement de cohésion nationale, ses vœux de longévité et de prospérité, puisse le Tout-Puissant vous accorde de faveurs et bénédictions afin de vous permettre de poursuivre avec succès la mise en œuvre effective du programme du gouvernement. Bonne et heureuse fête de l'indépendance. Message signé Matondo Mbungu, directeur général. À toutes et à tous, merci d'avoir suivi la grand-messe de finances publiques en République démocratique du Congo. Santé des fers à tous, à la prochaine, bye bye.